Ok, bienvenue à cette table ronde qui s'appelle Diaspora et disparition en art contemporain. Je m'appelle Cheryl Sim, je suis directrice générale et commissaire à la Fondation FI pour l'art contemporain. Ça fait vraiment plaisir d'être là avec Anahita, Yanchao et Eddie pour parler un peu de leur pratique et comment le diaspora, les questions de l'expérience diaspora figurent dans leur travail. On va certainement avoir beaucoup de choses à apprendre de l'un à l'autre et c'est la façon que ça va marcher et que on va chacun présenter un peu un travail récent ou un projet ou des projets. Et on va comme avoir un peu une conversation ensemble qu'on va élargir pour vos questions pendant 15-20 minutes après que nous avons discuté à peu près une demi-heure. Il faut souligner toujours que nous sommes sur les territoires non cédés des Kanien'kehá:ka, Anishinaabe et Huron-Wendat. En tant que enfant des immigrants, je suis toujours reconnaissante de ce que ces communautés ont fait pour garder les eaux et ces territoires pour nous, pour qu'on puisse exercer nos métiers et vivre ensemble. Je pensais aussi donner des biographies un peu écourtées. Il y a des plus longs notes biographiques sur le site web de Fondation FI. Alors, Anahita Norouzi, née à Téhéran en 1983, artiste multidisciplinaire, active à Montréal depuis 2018. Elle a obtenu un baccalauréat en art et en design graphique de l'Université Surrey à Téhéran, puis une maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia. Elle a eu des expositions solo à plein d'endroits, déjà au Borough, plein sud. Elle est la grande gagnante du prix en art actuel de MNBAQ, du Musée national Beaux-Arts de Québec en 2023, et finaliste pour le Québec du prestigieux prix Sobi pour les arts en 2023. Yen Shaolin est une artiste multidisciplinaire née à Taipei. Sa pratique est tactile et incorpore souvent diverses techniques artisanales telles que l'émaillage du cuivre, la céramique, le travail du verre et la métallurgie. Elle crée des installations, des sculptures et des films expérimentaux. Ses œuvres ont été exposées à Art Métropole, à Toronto, Berlinale, Edinburgh International Film Festival, Honga Museum à Taipei, Musée d'art contemporain de Montréal, au Borough, SPC Gallery of Contemporary Art, entre autres. Et, last but certainly not least, my buddy Eddie Furman, on a fait le doctorat ensemble, on a fait notre scolarité ensemble, donc ça fait vraiment plaisir d'être assis à côté de toi en ce moment. Originaire de la Caraïbe française, Guadeloupe, Eddie Furman est artiste-chercheur, conférencier, vivant et travaillant ici à Montréal, docteur en études et pratiques des arts de l'Université du Québec à Montréal et détenteur d'une maîtrise de l'École supérieure de l'art et design du Havre-Rouen, France. Il coordonne la publication de la revue Décolonial minoritaire. Son travail a été présenté à Armure, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, Musée national des Beaux-Arts du Québec, just to mention a few. Thank you so much, Emiko. Thank you, Victoria. Thank you so much to Pleural pour l'invitation. Let's have some fun, OK? Donc, sur ça, je vais parler un peu de la diaspora. Parce que diaspora, c'est un concept qui n'est pas évident. Peut-être là, c'est bon. OK. Ça vient d'un mot grec, diaspérine. Ça veut dire à disperser, scatter, to scatter, like to scatter seeds. C'est un terme complexe, c'est une position, c'est une façon de penser. C'est une condition, c'est un concept. Au début, c'était l'idée que
être de la diaspora implique une certaine envie de retourner à son foyer, à sa patrimoine. So, for example, my parents, first generation, my mother's Filipino, my father's Chinese. They would have been the first generation to arrive in Canada, and diaspora for their generation would have been marked by this desire to return and this desire to connect with other people who are also from the same homeland as them as a way to survive, as a way to find connection and to negotiate the new set of norms around language, culture, understanding that history, and being able to try to assimilate, understanding that assimilation is never possible for people, racialized people, for people who experience this sort of diaspora experience. Plus tard, il y a les gens comme moi qui sont nés au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'appartient où? Et alors là, la définition de diaspora s'élargit. Il y a beaucoup de philosophes, écrivains, théoristes comme Stuart Hall, par exemple, qui parlent de la production de l'identité comme chose qui n'est jamais fixe. Ça change continuellement. Et je dirais ça pour nous tous. Peu importe notre ethnicité, nos identités ne sont pas fixes. Pour les gens de diaspora racialisés, il y a certainement des attentes qui viennent de la culture dominante, de comment on devrait être, se comporter. Et alors là, on a ce bagage-là. Ainsi que, pourquoi est-ce que je ne parle pas chinois ni le philippin? Et pourquoi je parle que le français et l'anglais? Alors ça, c'est quelque chose qu'on doit concilier en tant que personne de diaspora. Mais la bonne nouvelle est que moi, je trouve ça incroyablement riche. Je pense que mes collègues aussi pensent que c'est comme une bonté. C'est une position, une situation incroyablement intéressante. And that's where you get into the ability to see multiple perspectives at the same time. On parle souvent de ça, cette parallaxe, cette vision contrapuntique, qui est une citation de Edward Said, un critique littéraire palestinien qui a compris que aussi les gens qui sont exilés, qui font aussi partie du diaspora, sont les gens qui peuvent expérimenter et sentir et voir plus d'une perspective en même temps. So we're not thinking in binary anymore. We're thinking in complexity. We're thinking about I can be this and I can be that. I do not have to fix my identity to one homogeneous thing. And I think for us all, that's a really healthy way to think about a plurality in society that is actually productive. Sur ça, je vais passer le micro à Anaïta pour parler un peu de son travail. Thank you, Cheryl, for the invitation. It's a great pleasure to be here and to be a part of this conversation. I think a lot about history and our relation to nature and how contemporary motivations sort of shape the way we understand them. We can see a lot of these different motivations by people about how different stories are told or what are the priorities set by institutions or communities themselves to either self-represent or to represent other people's narratives. I need a third hand. The diasporan relationship to me and to my practice represent a space of possibility to sow these seeds of ideas or filling gaps, tell stories, to basically use my practice as a forum to navigate or articulate.
Oui, peut-être. I do a sign. Yeah, sure. A lot of questions about diaspora for me are not only rooted in a specific geography, but also involve thinking in different timelines. Like we just happen to be in this specific moment in time, which these borders exist, but they are always in flux, and they are not necessarily in a stable position. So I like to think about it as a more multi-dimensional way. Over the past few years, I've been studying diasporic plans and archaeological artifacts, which has been basically my way to understand a historical past without which we might not be able to have access to it. As an Iranian living here, being in between two identities, two languages, two cultures, and locations, this has very much shaped my practice and my research. Particularly when we can change them. Particularly when I'm thinking about these archaeological artifacts or plants that they are forcibly removed from the geography where I come from, ending up in a herbarium page or a museum vault, relegated to a mere collection or a piece of archive. My preoccupation has been how I can reframe them, rename them, recontextualize them. Considering that within their diasporic experience lie a lot of fractures and gaps and disparities, but also keeping in mind that the diasporic experiences is an additive experience because it introduces new identities, new layers, new meanings and experiences into the existing ones. So, as I mentioned, in the last couple of years, I have looked into the trajectory of plants and antiquities, their dispersal, and how they exist under the current taxonomy today. But obviously, that's not the only function and cataloging way that they ever existed. They had a life, and they had a function, and they had a name before their current itineraries as a historical object or ornamental plant or a specimen. So when I think about, in terms of my own experience of displacement and diaspora, I see a lot of parallels. Like we also, as bodies, are going through similar taxonomies, being categorized into all of these different categories and groups. The last one. So just to wrap this, whatever these categories mean and to whatever source of power they are connected, I think we all have moral and ethical duty to question them and consider their potential consequences, because each category values some sort of point of view and silences others. And thinking about, for example, the consequences of the decision made by immigration officers defining the policies of belonging, or naturalization services controlling the environment, they have serious impact on the world we live in. Thank you. Thanks, Anahita. C'est sûr que dans la conversation, on va comme retourner à certaines de ces diapos pour parler un petit peu davantage des œuvres qui ont été présentées, parce que ça illustre bien le discours. Yan Chao. Hi, everyone. Thank you very much for being here today.
So I thought I would talk a little bit about myself, about my practice, what I'm interested in. I was born in Taiwan, in Taipei, and I grew up in a multi-faith family where my mother was very interested in opening every different kinds of religions. Like we would go to the church, and we would also go to Buddhist temples, and she was also very open to New Age concepts. So we would also go see energy healers, and she would also welcome Jehovah's Witnesses and Mormon missionaries into the house. So I grew up in this kind of, I guess, like a very open environment. And as an adult, I have become critical. I have developed a critical gaze towards religion, but I'm still very fascinated by things, elements that can be felt but not necessarily seen. And I would say that's really the basis of my practice. I'm interested in religion, in spiritual practices, in divination arts, in alchemy, all this kind of things. And I also have an active practice in collecting objects. I guess you can say it's also practice in object animism. Like a lot of objects seem to find their ways to me. I collect a lot of botanical specimens, biological insect specimens, and a lot of more industrial waste or things that have been discarded. And my practice is very tactile. I really enjoy working with my hands, and a lot of times I will use different kind of more artisanal techniques. So I'm just going to talk about a specific project that I've been working on for the past 5 years. So at a certain point, I thought I was going to move to the country and build a house, and and I started to look into like all different kind of permaculture design and alternative building techniques. And then I fell into this random book. The person was talking about, oh, if you're going to be digging wells, artesian wells, you should have a dowser come and try to locate the water vent. And then I became fascinated by dowsing. And for those who are not familiar with dowsing, dowsing is a practice of someone usually walking in the field with sticks. Sometimes they're L-shaped sticks, and sometimes there are more Y-shaped sticks. And the belief is when you walk above underground water, the stick will move to indicate where you should dig. And so I've seen a lot of YouTube videos. Really good dowsers can tell how deep you have to dig and what's the water depth, and et cetera, et cetera. So, and of course, my point is never to prove if it works or not. And so I started to research and develop work around dowsing. And what I'm more interested in dowsing is how can I use dowsing as an alternative methodology to rediscover on Earth's hidden history or forgotten histories, physically and metaphorically. And I became very interested in resource extraction because dowsing is still used in the mining industry and in the oil industry to try to locate deposits and wells. And also, as I was doing research, I realized dowsing is actually a cross-cultural practice that a lot of people from different cultures I've spoken to are aware of some form of dowsing. And I thought that was interesting because like a lot of times different spiritual practices are actually cross-cultural. And earlier I was mentioning that I have a practice in collecting. And while I was developing this project around dowsing, I didn't know what I was going to create, but I knew I wanted to work with metal, with clay, with glass, with materials from the earth. And I started to practice copper enameling at that time, and I started to work with Canadian pennies because Canadian pennies, like all the pennies that were made before 1995 were actually made of copper, and you can enamel them. And because I have a practice in collection, I have a lot of random pennies sitting around, so I started to enamel copper pennies. And that's just a close-up of it. And so actually, I guess I'm not a very good presenter, not very organized. So the first photos I show you was like I'm making this triptych around dowsing, and the first
images were the first series of the first, I guess, the book cover of the triptych, and this is the middle, the second work that I'm creating around dowsing. So these are, I'm still working with pennies, but these are pennies that have been flattened by the train, then enameled. And because I do a lot of things by hand, and like working with my hands really bring me joy. Okay. And like putting pennies on the train track is something I did as a child, and I think a lot of people also share that childhood experience. But at the same time, when the train is crashing the pennies, it's actually extremely violent. And we can also, well, it's very clear that the train, the railroad, is a very colonial emblem. And like to look into the history of building railroads, taking over indigenous lands, and in like very unfair treaties, it's that's something that's very critical. We cannot not think about, and also the most dangerous section of the Canadian Pacific Railroad were actually built by Chinese workers. So close up. And these are some of the specimens of what they look like. And this is the last piece I'm working on right now. It's, again, working with pennies, but riveted it together to create like a larger scale installation that will adapt to the space. And it's going to be at Oboro next year. That's all. Thanks, Yan Chao. We'll come back to those. I have a question about the penny flattening technique. Mais pour l'instant, Eddie, je te passe le micro. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ouais? Oui. Oh. Comme elle a dit, je m'appelle Eddie Firmin. Alors ça fait à peu près ça fait 13 ans à peu près que je suis à Montréal. J'aime ça dire que je suis un réfugié artistique. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Je viens de la Caraïbe française. Alors ça vient aussi avec une forme de violence coloniale vis-à-vis de la France qui est sédimentée en moi. Alors avant de commencer la monstration de mon travail, je vais parler de ce qui m'intéresse. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Je m'intéresse au concept de fongibilité et d'infongibilité. Ouh, je vois tout le monde faire. Le concept de fongibilité, en fait, c'est un concept qui vient avec le commerce intensif. La fongibilité, c'est le pouvoir d'échanger une denrée par une autre. Je te donne 1 kilo de riz, tu me donnes, je sais pas, $5. Donc, c'est comme ce qui est consommable. C'est-à-dire que ce que je vais pouvoir faire disparaître ou échanger par la force des choses. Et donc le corps noir, je m'inscris dans ces corps qui ont été fongibilisés. C'est-à-dire qu'on a monétisé nos corps. L'esclavage répond de cette fongibilisation, de la monétisation du corps. Et donc, moi, je m'intéresse à ce qui reste infongible dans mon identité, donc ce qui est difficilement digérable. Et donc, obligatoirement, j'occupe une position décoloniale. et donc, je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est une position décoloniale. Bon, on va passer rapidement. Ça, c'est une exposition que j'ai participé à une exposition il y a 1 an. C'est une des dernières pièces. C'est la version 3.0 de cette pièce. Et en fait, je m'interroge sur l'expérience diasporique des Noirs, parce qu'en fait on n'est pas une diaspora en soi, parce qu'on ne représente pas un groupe ethnique, on ne représente pas une culture, on ne représente pas un espace géographique, on représente une diversité d'origine, de lieux, d'appartenance, c'est complexe. Mais par contre on partage une donnée, c'est la résistance à une forme d'oppression, et ça c'est constant. Et ça vient avec la fongibilisation du corps. Et donc, cette version-là, en fait, c'est la version de mon arbre généalogique. Donc, normalement, au début, il y avait 30 pièces. Là, c'est une version plus réduite, parce que c'était dans une exposition collective. Et avec le visage alors là, c'est des citations au sol d'activistes qui sont nés
sur le continent américain. Donc ça va de la Caraïbe en passant par l'Amérique du Sud, en passant par les États-Unis jusqu'à ici. Et dépendamment de l'endroit où on se situe, ça active des punching bags. Et les punching bags, en fait, c'est l'exemple type d'objets fongibles qui sont faits pour recevoir de la violence. C'est-à-dire que tu achètes ça et tu vas te taper dessus. Et c'est pas censé te répondre. Sauf que là, j'utilise un matériau un peu particulier, c'est de la céramique. Donc il y a comme une impossibilité de fongibiliser, là, c'est d'aller jusqu'au bout de l'activité. Et c'est le visage de ma fille et mon visage. Et en fait, le projet là était de parler aussi de transmission. Comment est-ce que, au-delà des espaces géographiques dans lesquels je suis, j'ai choisi le Québec parce que c'était la possibilité d'exister en dehors de la France. Alors j'ai été à l'initiative de beaucoup de choses, y compris ici. C'est-à-dire que ma voix a servi de piédestal à beaucoup de choses, mais je fais partie de ces gens qui sont indigérables. C'est-à-dire que, à la fois parce que j'ai passé plus de 10 ans à être en temporaire, parce que c'était aussi un choix. Ma femme disait, mais il faudrait peut-être qu'on le fasse là maintenant. Là, je ne suis pas pressé. Puis c'est une position qui me vient de loin. C'est ce qu'on appelle les identités bossales. Alors j'avance là un peu vers la violence. Donc je parle de choses qui fâchent pas. Qui fâchent du moins. On aime beaucoup pacifier. Et la pacification en soi, c'est une forme de récupération. Alors on va en venir sur la fongibilisation. C'est une forme de manière de décider pour l'autre ce qui est bon pour lui. Alors je vais parler de la dernière exposition que j'ai faite à Oboro. C'est là où on s'est rencontrés. Et en fait, j'interroge en fait mes legs, parce que je viens de la Caraïbe. Donc je ne peux pas dire que ma culture d'origine soit ou bien africaine, ou bien occidentale, ou bien autochtone. En fait, elle s'établit, elle a croisé de tout ça. Et comme tu le disais, l'identité, ça s'invente en permanence. Et donc, en fait, on a hérité de ce qu'on appelle les corpopolitiques du savoir, c'est-à-dire des politiques qui passent par le corps, donc l'oralité, etc. Et puis moi, j'hérite aussi des cultures de partage du savoir occidental. Donc ça passe par les livres, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a comme une organisation typique des politiques, des corpopolitiques, c'est en cercle. Donc j'ai organisé un espace typique occidental de rapport du pouvoir, de concentration du pouvoir, c'est décide qui fait quoi et de quelle manière les identités sont définies. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai servi du café, du chocolat, du sucre, et c'est toutes les matières que nous avons produites, que le corps de mes ancêtres, qui étaient eux-mêmes fongibles, ont participé à produire des matières fongibles. Donc c'est du fongible qui produit du fongible. Donc on fait partie de la culture occidentale profondément. En fait, on est inscrit. Alors c'est ce que vous voyez là, ce sont les images de mon ancêtre dans la tapisserie. En fait, on est incrusté dans le décor. En fait, on est indissociable de la modernité. Le corps noir est indissociable de la modernité occidentale. Et en fait, mon ancêtre est incrusté. Elle s'appelle Virginie Carillon. Alors, Carillon, parce qu'elle, les bossales, c'est-à-dire les esclaves primo-arrivants, comme je suis un primo-arrivant ici, ont l'habitude de fuir. Donc, difficilement digérable, infongible. Et puis, j'ai invité à des tables rondes où on discute de choses. Voilà, on va discuter de comment changer la société dans cette installation-là, concrètement, et on va prendre des actions. Et ces actions, alors bon, on peut lire des bouquins coloniaux et décoloniaux aussi. On va prendre une action et en fait, on va faire des déposites dans cette œuvre que j'appelle confessionnal. Et en fait, là-dedans, ça va permettre de surseoir aux formes de violence raciale, à la question de la fongibilisation du corps. Et en fait, ça permet de comprendre... Alors, c'est aussi un safe space, cet espace-là, donc ça permet aussi de permettre à ce que le corps blanc, qui n'a pas l'habitude de dire « j'ai commis un acte raciste », et puis là, c'est comme « je ne peux pas parler de ça, là, je ne peux pas dire ça », c'est comme un gros tabou. Et socialement, il n'y a aucun espace qui est prévu pour ça. Et donc, cet espace-là, en fait, je l'ai créé pour permettre à la société
d'expurger ça, d'avoir, tu sais, aux personnes de faire. Moi, j'ai croisé quelqu'un qui dernièrement, lors d'un vernissage, c'était à Waterloo, qui me disait écoute, j'ai pas pu sortir ça de moi, et ça fait 50 ans que j'ai ça. Quelqu'un d'âgé, là, on s'entend. 50 ans que j'ai ça. Et j'ai été raciste avec quelqu'un, c'est la première fois que j'en parle. Et en fait, la structure sociale nous dit soit tu deals avec ça, ou soit tu vas en cours. Donc, il n'y a comme pas de milieu. Et donc, en fait, je pense que je viens aussi d'une culture où l'action de l'artiste est aussi une action sociale. Et donc, il y a la possibilité aussi de lutter contre la fongibilisation en retirant des objets racistes du marché et en les déposant aussi derrière le... Alors ça, c'est très bien rempli, je suis assez content, là c'est bien rempli. Et enfin, ce que je fais dans ma vie est indissociable aussi de... Alors je suis, en plus d'être professeur, salut, en plus d'être professeur, qui est invité, là on va parler d'une autre forme de fongibilisation si on a du temps, je suis aussi un acteur social. Donc, je produis, je suis à l'initiative de la première biennale afrodescendante noire, dont la deuxième édition vient de se terminer. Et je suis aussi impliqué dans la recherche pour la question de la réflexion et de l'avancement des minorités en général. Donc, voilà. Oh, oui, je voulais citer un truc qui était très, très important. C'est pour bien comprendre, en fait, c'est ce mot d'Aimé Césaire qui me permet d'être en paix avec moi-même parce que je ne serai ou je ne peux pas être choisi. C'est-à-dire qu'on en reparlera si on a le temps. Je fais partie de ces identités qui permettent de résister à l'assignation. C'est-à-dire que on va pouvoir dire Eddy, on va te choisir, tu vas exposer là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, je vais te décerner un prix, etc. Mais moi, je suis pas, on peut pas, c'est-à-dire que je suis résident depuis 2 ans, et encore, là, c'est comme ma femme dit, ah, maintenant, il faut venir, et je suis pas pressé, là, c'est comme, parce que j'occupe une position qui me plaît. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on va décider pour un groupe, on va choisir un artiste, on va fabriquer un consentement pour un groupe. Donc, quand je fais la biennale, par exemple, la biennale à Flux, la Biennale à Flux. En fait, nous décidons par nous-mêmes quels sont les artistes que nous considérons comme valables, quels sont les commissaires qui ont un regard intéressant sur la communauté et comment nous autodéterminons. Nous créons un choix esthétique qui va être en marge des grands choix esthétiques parce que qui est-ce qui participe des comités de sélection, qui est-ce qui définit qui est-ce... C'est pas nous. Nous, on est des sujets. Et donc, pour être en paix avec ça, Césaire, il dit bien sûr qu'il va mourir le rebelle. Oh, il n'y aura pas de drapeau noir, pas de coup de canon, pas de cérémonial. Et ce sera quelque chose de très simple, de l'ordre de l'évident, qui ne déplacera rien. Donc, j'ai le sentiment de pouvoir faire des choses, mais je n'ai pas besoin de déplacer des choses dans l'espace. Donc, voilà. Waouh, merci. Vous êtes extrêmement... très gentil pour le temps. Ça nous donne vraiment un peu de temps pour en discuter. Merci pour les présentations parce que c'est ce que nous pouvons constater qu'il y a une grande complexité par rapport à les questions. Donc, même le concept de diaspora ne peut pas être réduit à une chose. Hein. On voit qu'il y a plein de façons que ça manifeste dans le travail. Donc, juste pour commencer un peu la discussion, je voulais parler un peu de l'œuvre avec le Berce de Perse de Anaïta, parce que c'est une œuvre qui, c'est un peu le début, et à Montréal, au Québec, parce que c'était présenté à la Fondation Grand Homme, je pense, pour la première fois. Voilà. Tiens. Anita, can you talk a little bit about this work? Because this is its second iteration, which is now presented at the MAC as part of a new exhibition that just opened called Femmes Volcan, Forêt Torrent. Génial, c'est une exposition de 9 femmes et Anita figure là-dedans.
Et ça, c'est l'œuvre qui est présentée. Can you tell us about this one? Sure, it's a great exhibition actually. If you get a chance to visit, it's a beautiful curatorial work that Marie-Ève Beaupré she did. So basically, that was the time that I was a artist in residence at Fondation Grantham pour l'Art et Environnement. And I had this idea before going to the foundation to create a sort of parallel between the diasporic experience of the immigrants that they live in the Centre de Québec and the plants that I will find during my residency in that region. And during my research, I just came upon this plant that I know it personally. It's called Perse, but there are like all sort of varieties that exist here in Canada. Some are indigenous, that they existed here, but some are brought from the outside. So when I was a kid, this specific sort of Perse, hogweed, Perse, Persian hogweed. I used to go with my grandma hiking in the mountains around Tehran and pick the seeds of this plant and make a spice out of it and preserve it for the winter because that's the time. And also making like a sort of pickles. So it's a plant that is like very appreciated in a Persian culinary culture. It goes back to thousands of years. We find like in the archives, you can actually see the recipes made with this plant 1,500 years ago. So it's been something really appreciated, cherished, and also cultivated. So it was for me very interesting that I realized that here in Europe and North America, this plant is actually a very, it's been like labeled as colonizer, a danger to society. Only in Quebec, we spend basically $2 million per year just to eradicate this specific plant. And for me, it was really interesting to think how a cherished plant in one culture can transform to something vilified and like a menace that has to be eradicated. With all these campaigns, they send drones to place it. It's like really like a warfare. And actually, the difficulty to produce this work, it was to find a plant. And for me, that was another layer to it. So it's a plant that's been very mediatized, that's everywhere. Watch out, people, when you go hiking. So it creates this kind of like an idea of danger, of something big and toxic that comes from outside, like this giant outsider. But also, I had a hard time to find it, so my main concern was at the time how to find it, to work with it. So out of this project, just to make it short, a body of work came out, different works, and this piece is one of them. So I asked my mom, when she was coming here to visit me, to go and pick, when she goes hiking on the mountains, to pick the seeds of this plant, and she brings it to me. And I asked her specifically to write spice on a plastic bag that she had in her suitcase. And she got inspected in the airport, and it was okay because it was a spice. And for me, that was also a way to kind of make a reference to how these policies and regulations that we put to control the frontiers are kind of vague and gray, because you can also order it on Amazon and receive it with a Prime option 24 hours later in your place. So for me, it was like how really we define who belongs and who doesn't, and who should be kept outside, and who, under what disguise, under what title. So with that, so I made 500 little spheres that they have this kind of aquatic visual look. I don't know how to say it. So this aquatic characteristic into it, and inside each little sphere there is just one seed of hogweed, and they're gonna outlive us. They are like unbreakable. They are basically indestructible. So for me, it was a way to protect them, but also think about how the living
move around the world, how we circulate as a living through water, through air, in a very natural way, and how we make this process so unnatural through the politics and yeah. Thank you so much. Yeah, it's all so they seem so fragile at the same time, like they're glass and that they could shatter. But that you give this some sort of a sense of protection, with while somehow relating the fragility and even a little bit of risk. Like there's a risk there, and I think that is very much part of the diasporic experience. As you're floating around and trying to resist fungibility. Does anyone have any questions that you want to raise amongst ourselves before? Tout le monde comprend le français parce que I can switch in English then, so c'est okay. Okay. Il y a une question très importante quand on en vient à parler des questions noires. Et puis c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à ça. C'est le cœur de mon travail, c'est le cœur de mon identité. C'est la question très particulière de comment formuler ça pour être T'inquiète pas. En termes un peu moins scientifiques, mais qui soient des identités qui ne sont pas moulées dans du béton. Toutes ces identités, on a parlé des identités très mobiles, mais beaucoup des identités, surtout européennes, se sont construites par des identités fixées dans le lieu, très lourdes, qui ont laissé des traces dans le paysage, qui ont modelé le paysage. Et puis, l'un des problèmes particuliers des identités noires, c'est de passer au-delà de ce qu'on appelle l'essentialisme qui voudrait qu'on soit réduit à une donnée ou pas. Et c'est très compliqué pour la question noire parce que tout d'abord, la question noire n'est pas une invention des Noirs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il est important de rappeler ça. Et on a, pour la première biennale, et notamment pour Minoritaire, l'un des premiers numéros, il y a un artiste qui disait « Who call us black ?» Et lui, il est d'origine zimbabwéenne. Il dit mais moi, je ne me suis pas appelé noir. Donc, on est obligé de dealer avec une identité essentialisée qu'on nous a collée dessus. Donc, il y a comme quelque chose de difficile, c'est-à-dire il y a un entremêlé, il n'y a pas ou bien, et ça Paul Gilroy le dit très bien, il dit on est obligé de composer avec cette donnée qui est comme une donnée essentialisée et de tenter d'en faire autre chose. Alors ça devient très très compliqué à partir de là pour nous parce que finalement dans quelle mesure je me reconnais dans l'identité noire qu'on a dessinée pour moi, puis ça vient de très loin, c'est génétiquement aussi, puisque génétiquement j'ai fait mon DNA et puis grosse surprise, il y avait beaucoup d'autres choses que noir dedans, donc et avec un gros pourcentage. Donc c'est très important de dire, mais finalement jusqu'à génétiquement ça a aucun sens. Donc mais il va falloir bien s'appeler quelque chose. Hein. Donc on prend cette identité essentialisée pour en faire quelque chose d'autre. Donc on voit bien que c'est pas si simple que ça. Enfin, c'était le point de... Non, c'est super, parce que c'est cette complexité justement qui fait en sorte que on peut avoir cette possibilité de voir plusieurs choses en même temps et puis de trouver une façon de voir comme à l'extérieur de nous, parce qu'on est un peu obligé. Je pense qu'il y a c'est pas pareil, mais il y a des parallèles avec diaspora asiatique. I don't know, Yan Chao, you might want to talk a little bit about your trajectory, because a lot in your work there's also a connection with indigenous peoples of Taiwan, which is something we also need to understand, is that indigenous peoples are everywhere and often have been subjected to the same colonization and genocide. I don't know, maybe you'd like to talk a little, if you don't mind, talking a little bit about
about the role of that research, because you've researched and lived with les peuples Amis in Taiwan, yeah? So I wouldn't say I live with them. Okay. I was doing a residency that was 5 weeks long. Okay. And so yeah, I Okay. was in an Amis village. So like Cheryl said, and I think it's interesting what Eddie was talking about too, is essentialism of identities. Black is not white identity, and like indigenous is also not like one identity, as the same applies to Asian or different kind of diasporas. And just a little parenthesis, like actually the first time I heard the term diaspora, it was explained to me it's actually a botanical term. I didn't really research if it's true. It's like when plants scatter their seeds and try to multiply. And I thought it was like a very beautiful term. It was like borrowed to describe diasporic identities. So yes, I stayed in an Amis village on the east coast of Taiwan called Makutai in Hualien. It's actually where the recent earthquake hit the hardest. And once again, I was there because I was interested in the different spiritual practices that were being practiced in the area. So Taiwan was at a certain point, it was also colonized by the Japanese, and there was like still the old Shinto that was built by the Japanese was on the top of hill, but right now it's a Taoist temple, and the indigenous population in Taiwan are maybe 75 or 60% of them are actually Catholics or Christians because of all the missionary work that took place in the 50s. So in almost all the indigenous villages, no matter how big and small, there's always going to be a church. And of course, there was a church. And I really wanted to work with a Jigawasai, which was a traditional healer, and the village where I was in no longer had a Jigawasai. And like I also feel like it's not my role to show up there and criticize or have like this North American gaze of the reverse diaspora and be like, oh, the colonial discourse has not reached Taiwan in the same way in Canada. I just really feel like that's not my role. So my role is just to be there and to observe. And I did make a film during that residency. And then if it's okay, I just wanted to unpack this work a little bit, because when I first saw it, I thought, okay, there is a sense of archipelago, of world map, but also a kind of the colonized world map, like how it sort of steps sort of opened up that way, and then which continents look much bigger and smaller, but that seems to resist that, and it feels more like archipelago to me. Can you talk a little bit about that? Yes. I think maybe to talk a little bit about identity again, identity is plural. I don't think an identity is a monolithic belief. And I also think identity is plural and it's also constantly shifting. It's like emotions. Like one moment I can identify as something and the next moment is something else. And it might work like for the past few years, the scale of my work started to expand, and I also started to run public art competitions. And I spend a lot of time thinking about, oh, Yanchao, if you want to expand the scale of your work, want to do public art, what do you want to do? Like, I don't really connect to most of the works that's very monumental, monolithic, that's being parachuted into a space. And so the way I build scale is really through working with a million different fragments. I think I see that in your work too a little bit. And I always feel like this is just, I guess it's what I'm naturally drawn to, and it also makes the work more resilient and everyone can see something different because those little fragments offer different entry points to people, to the viewers. Multiple entry points is definitely, for me, something I see a lot in diasporic consciousness. This desire also to make it possible for there to not be, again, just one central viewpoint or idealized viewpoint. J'avance un peu pour parler, dit de non-fongibilité par rapport à l'usage de ton corps dans ton travail.
Euh, alors, je vais parler un petit peu de... vous êtes familier des corpos politiques et des égos politiques, du savoir, non? Non, ok, c'est du shit. Non, ok. J'allais dire un truc. Vous voyez un peu? J'allais dire quelque chose de... Alors, la corpopolitique, c'est des politiques de partage du savoir qui passent par le corps. Donc ça comprend énormément de types de politiques de partage du savoir, mais en général, c'est un choix culturel. Ce sont des sociétés qui décident, pour une raison ou une autre, de rester avec les corps politiques, et d'autres qui passent à des égos politiques du savoir. Les égos politiques, c'est écrit, c'est etc. C'est l'organisation très verticale du savoir, comme le savoir occidental, donc qui passe par des livres, etc. Et donc c'est très important pour moi de restituer cette connaissance par mon corps. Que je sois aussi celui qui le traite, qui travaille dessus, et non pas que je sois le sujet des autres. Donc c'est très important que, à la fois, ma volonté de faire passer des informations et de résister passe aussi par mon corps. Donc mon corps est comme un obligé de mon travail. Après, dans cette histoire de la corpopolitique, c'est pour ça aussi que la représentation de mon ancêtre est très importante. En fait, vous allez voir que dans un coin, en fait partout, il y a le visage de mon ancêtre qui est incrusté. Elle s'appelle Virginie Carillon, et ça c'est très important dans mon récit personnel. Comprendre un peu pourquoi c'est très important de se référer aussi à cette espèce d'ancestralité de la corpopolitique, c'est que à l'abolition de l'esclavage, la France va envoyer des officiers d'état civil en Guadeloupe et en Martinique. Donc ils vont décider de donner des noms aux nouveaux libres, donc aux anciens esclaves. Et Virginie Carillon, et souvent le nom qui va être donné aux esclaves, ça va être soit par les ragots ou soit par la bonne volonté de l'officier d'état civil. Si on est mercredi, il peut t'appeler mercredi s'il le souhaite. Où on va demander au précédent, tu peux me donner un insight sur celui qui vient après. Il va dire, lui, il a l'habitude de fuir. Elle porte définitivement la marque de cette origine. Donc elle s'appelle Carillon. Carillon, c'est les clochettes. Et en fait, elle vient d'Afrique, et les Africains sont connus pour fuir. Donc c'est à eux qu'on va poser des colis avec des clochettes, donc avec des petits carillons. Donc son nom dit, aussi elle arrive à l'âge de 12 ans, donc son nom dit Virginie, qu'elle est vierge. Donc qu'elle est vierge, mais aussi que c'est une fuyarde. Et en fait, à beaucoup de cette histoire-là, dans cette histoire de corpopolitique, va être passée à ma fille. C'est-à-dire que mon travail artistique sert à ça, et les pratiques ancestrales en Caraïbes, beaucoup des pratiques servent à ça, à transmettre. Donc ma pratique va servir à nourrir ma fille aussi. Donc je vais lui dire, écoute, c'est ton ancêtre, elle s'appelle Virginie Carillon, son nom dit ça, ça, ça. Et donc l'une des premières fois, elle a été à l'école. Elle n'était plus à Côte-des-Neiges, je ne sais plus où elle était à ce moment, enfin bref. Et elle va faire un arbre généalogique. Et du coup, mon travail artistique va apparaître dans son récit personnel de vie. Et elle va commencer son arbre généalogique avec Virginie Carillon. Et ça, c'est le récit de la corpopolitique. Et c'est des façons aussi de voir l'art complètement différemment. Ok. L'art de voir, des manières de voir l'art, si on peut appeler ça parce que j'ai de la misère à voir ça de voir l'art différemment. C'est-à-dire que c'est pas seulement moi, la pratique du gros cadre dans laquelle je m'inspire, elle n'est pas faite pour faire que du beau, elle est faite pour résister, elle est faite pour produire du beau, elle est faite pour transmettre, c'est pas une chose là, c'est pas un sentiment juste esthétique où on s'émerveille du beau. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et donc je tente moi-même dans ma vie personnelle jusqu'au bout d'être ce que je dis et ce que je fais. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question de fongibilité et non fongibilité. Tout à fait. Non, ça aide beaucoup. Ce qui lie votre travail ensemble sans qu'on essaie de réduire non plus, c'est cette désir
déballer une perspective très critique. Ça peut être critique sur la question des histoires, la question du pouvoir surtout. Et il y a beaucoup de recherches aussi que vous faites dans les archives, dans les récits qui risquent d'être complètement oubliés ou supprimés. Mais et dans les trois aussi, cette tactilité de votre travail aussi, c'est quelque chose qu'on peut caresser avec, au moins avec les yeux, mais où qu'on peut vraiment expérimenter dans une certaine corporéité. On peut ouvrir la conversation à tout le monde. Don't be shy. Feel free to, peut-être c'est une question, peut-être c'est un commentaire. So just join the conversation. Hi. First and foremost, thank you so much for the panel. It was really great hearing more about each of your works, and thank you, Cheryl, for providing the context. I'm kind of curious about how you engage different senses in your work. I think that oftentimes when we take like a more decolonial approach and try and bring like non-Western perspectives, it's kind of going beyond taking a different understanding of art. And so I'm just wondering, in terms of the spices, like, do you also engage with actually making food? Just like different ways, like you had the tea ceremony, like, can you talk a little bit about how you bring in, actually tasting or smell or other senses to create a different environment? Thank you, and thank you for you to come, and thank you for that. Okay, that's an insight. Okay, so we're going to talk after. Pour répondre à la question, il y a une chose qui est très importante, en tout cas dans le projet d'Essence, parce que la colonisation, c'est pas seulement une colonisation territoriale, c'est une colonisation esthétique, c'est une colonisation sensible. Et ça passe par la fabrication du goût. À quoi on va être sensible, comment on nous a éduqués. Moi, j'ai été à l'école occidentale toute ma vie, donc ça a comme tordu mes visions sur le monde pour la faire rentrer dans une vision proprement occidentale. Et donc le goût, les sens sont très importants dans mon travail. Et donc c'est rappeler aussi que c'est pas seulement, comme je sais plus qui disait ça, je pense que c'était toi, c'est pas seulement dans un sens que ça va dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que les choses que nous avons participé à produire, le corps de mes ancêtres ont fabriqué une certaine esthétique du goût occidental. Ont fabriqué une culture du sucre occidental, une culture, je veux dire, sans la production. Bon, Virginie Carillon, c'était sur les plantations de sucre. Okay, donc elle a produit l'esthétique que l'on connaissait de la pâtisserie française aujourd'hui, sans l'esclave, la modernité occidentale de la pâtisserie, du culinaire, de la finesse, à la poubelle, ça n'existe pas. Donc il y a le café, tous les jours on boit notre petit café, on pense que c'est naturel, c'est normal. Non, voici encore des productions, je dirais, on a parlé du sucre, on a parlé du café, on parlera du thé, on parle aussi des productions qui sont d'ordre de plus... tu as parlé du minerai, des minerais, du coton. Je veux dire, si on produisait une voiture sans coton, c'est-à-dire sans siège pour s'asseoir dessus, on n'irait pas loin. Là. Donc il y a quand même le caoutchouc, les VA. Je veux dire, la modernité ne peut pas s'inventer sans nous. Je veux dire qu'il n'y a pas, et je reviens encore à l'essentialisme, il n'y a pas d'un ou bien. Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est que pour moi, c'était un moyen aussi de montrer comment l'histoire n'est pas simplement une chose écrite dans les bouquins. On mange l'histoire, on la respire, on la consomme, on l'échange. C'est quelque chose de ongoing. So, on est dedans, on est acteur de l'histoire. Et l'histoire n'est jamais passée, elle est encore là. À chaque fois que vous allez chez le dépanneur, que vous prenez un carré de chocolat, eh ben, il y a l'histoire de ma famille inscrite dedans. Il y a le sang, il y a la sueur de mes ancêtres. Yeah, I wanted to also add, because there is something really specific about the taste. The part that we smell in our brain is actually physically next to the memory. So that's the reason when we have
the odor, for example, it really activates the memory in a more like three-dimensional way. And there is something really primitive about the taste that connects us to the idea of home. And when you look at these diasporic communities, one of the things that actually persists through the generations is the culinary culture, is the food that your mom makes at home, the smell of it, and you pass it to your grandchild, and that continues through a family. And I think like this is really important to consider also thinking about the food and the taste. All this voyage of discovery also started with these spices. And so there is something as like, so the spice and the smell related to the food is something that also considers as a community as much as the preserver of a culture. And you were both talking, and I couldn't stop thinking about how at some point maybe the art of artists in diaspora becomes a sort of a conservative project, because we find ourselves in a new context, and the context that we actually know much about, but they don't know about ours. And we constantly try to kind of teach or add something to this new community that they don't know about us, like talking about our tradition, our language, our identity. And at some point, we kind of become these conservatives of the culture where we come from, which people, like my colleagues back in my country, they don't have this kind of they don't find themselves in this situation to the need to constantly introduce something. So yeah, I took a detour, but. Yan Xiao, did you want to add anything to that? I don't really work with smell, and I have a love-hate relationship with smells. So there's a lot of smells I do not tolerate, especially artificial scents. And I'm not a very good cook, so I also don't work a lot with food. But I am very interested in the origins of food, and especially what we call cash crops. You know, crops that are grown in colonies, designed for exportation. For example, Taiwan during the Japanese colonial period, the cash crop was tobacco, sugar, and rice. And recently I started to grow sugar crystals because my mom was taking me to like crystal fairs when I was a child, and like, you know, also the healing, the crystal industry, like the wellness industry, the healing industry, it's like $1 trillion industry. And those crystals with so-called healing powers often have very obscure origins, like what was the process, whether ethically mined, is ethical mining even possible? So I think there's like an interesting paradox between the healing and the extraction, and I'm trying to grow my own crystals with sugar, which sugar has its own history. Kosi, on a répondu à ta question, je sais pas. Ok. Une autre question peut-être? Oui, on a un autre là-bas, oui. La diaspora d'aujourd'hui a, contrairement à la diaspora d'il y a 75-100 ans, a des liens continus plus fréquents avec les gens du pays d'origine. Dans ma génération, mes grands-parents, c'est fin du 19e siècle, début du 20e qu'ils sont arrivés. Donc, la transmission se faisait de façon orale, peut-être par lettres, et plusieurs n'ont jamais eu l'occasion de retourner ou de reparler parce que les téléphones, ça n'existait pas ou ça coûtait cher, ou etc. Tandis que maintenant, avec l'Internet, les voyages, les gens vont et viennent beaucoup plus facilement, il y a le transport, etc. Est-ce que c'est différent pour les artistes? Parce que les premiers, c'était par la mémoire de ce qu'on leur racontait, tandis que maintenant, on peut retourner, donc on n'a jamais la brisure, là. Elle ne se fait jamais, le lien continue. I can go first again. Alors c'est très particulier comme point de vue, effectivement.
le voyage transatlantique a été décrit par énormément de penseurs. Alors, je ne vais pas m'aventurer à décrire quoi que ce soit. Mais c'est une brisure sèche et nette. C'est-à-dire que pour mes ancêtres, ceux qui vont composer le noyau culturel, il va y avoir une cassure, donc ils ne vont pas être capables de transporter ni leur culture, ni leur langue, ni les objets. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... Il ne faut pas oublier, ce que Glissant appelle un transbord, et ce que d'autres appelleront une continuité. C'est-à-dire que le colon, quand il va arriver quelque part, il vient avec ses habitudes, il vient avec sa langue, il vient avec ses outils, avec ses objets, il vient avec sa tradition. Des marqueurs qui vont lui permettre de continuer la tradition ailleurs. Alors, il va cesser d'utiliser une partie, mais beaucoup des éléments vont lui permettre de continuer ses traditions ou ses manières d'exister. Tandis que le transbord est une cassure sèche, c'est-à-dire une impossibilité de continuer ailleurs. Alors pourquoi cette impossibilité ? L'impossibilité, elle est aussi par le fait que l'esclavage, c'est pas un voyage d'agrément. Et là, on est dans l'esclavage racial. Et je précise bien, puisqu'il y a plusieurs formes d'esclavage et tout le monde mélange n'importe quoi. L'esclavage racial est vraiment basé sur une donnée racialiste. Donc, on va empêcher à ces communautés de pouvoir sédimenter quoi que ce soit. Et en fait, et c'est là où je reviens à ce que je disais au début, la question de l'infongibilité, donc il y a un noyau, un incassable dans les cultures qui va faire un noyau à partir de tous les noyaux. Donc ça, on va créer une espèce de métaculture qui ne correspond à qu'une culture en particulier. Et donc on arrive avec ça, moi j'arrive avec ça ici, mais je ne suis pas considéré comme une culture ayant une voix en France. Moi, je ne me réinvente pas ici, c'est une forme de continuité aussi, mais quelque part j'ai l'habitude d'être dans cette diaspora qui n'est pas visible. Mais comme je viens de dire, la question de la diaspora n'existe pas vraiment pour moi. Donc c'est comme on tourne en rond. Là c'est une question extrêmement complexe que vous venez de poser. Là, j'aimerais y répondre avec un truc et vous dire c'est ça, puis vous tirez ça, vous arrivez là, ça marche pas de même. Oui, j'essaie de le dire en français. Je trouve que quand on parle d'expérience diasporique, c'est pas juste l'idée de comme dislocation, quand on déplace géographiquement qui est partie de cette expérience. C'est aussi l'idée de déplacement mental qui joue beaucoup dans l'expérience diasporique, et aussi l'idée de hybridité. Donc c'est vraiment le mélange de ces trois facteurs qui jouent dans l'expérience globale de déplacement. Donc vous avez nommé le fait qu'on déplace plus facilement. Est-ce que ça change? Pas vraiment, parce que quand on décide de déplacer ailleurs et s'installer ailleurs, faire notre récit dans l'autre géographie, toute l'équation, ça change. Peut-être tu gardes ta relation avec ton pays natal, tu as l'accès avec... Moi, j'achète un billet d'avion, 18 heures après, je suis chez moi, mais l'équation s'est complètement changée parce que quand tu te trouves dans le nouvel environnement, une partie de l'expérience, c'est que tu t'identifies dans un nouvel contexte par les similarités d'une culture où tu viens, mais aussi par les différences avec le nouvel contexte qui est très actif, qui ça change tout le temps. Donc, pour moi, dans ce sens, l'expérience diasporique is like a soft power in an ever-changing world that constantly evolves. Donc, je ne trouve pas que nécessairement, juste retourner pour la question initiale, je ne trouve pas que nécessairement l'idée de déplacer facilement, ça change l'équation. Et merci d'avoir dit hybridité. C'est comme un mot-clé. On a juste une autre question. Oh, on a beaucoup de questions, my gosh. OK. Bonjour, merci beaucoup, c'était très, très, très intéressant. Moi, ça m'a toujours, personnellement, particulièrement touché le travail des artistes, de la diaspora en général. Et la question que je me pose, c'est, on expose ce travail-là, on le présente ici, mettant au Canada, artistes en immigré ici, mais quel est le lien ou comment est-ce qu'on maintient ce lien-là avec les communautés d'origine
Parce que des fois, il y a ce sentiment, moi, par exemple, j'ai immigré ici, puis aucun de ma famille n'a eu la possibilité. Donc, il y a ce sentiment-là d'être privilégié, d'avoir pu partir quand d'autres n'ont pas pu. Et donc, en tant qu'artiste, est-ce qu'il y a comme peut-être un besoin de rendre ou de présenter son travail dans d'autres endroits ou auprès d'autres communautés qui ne sont pas comme celles ici au Canada ou au Québec? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que tu veux dire aussi, est-ce qu'on a envie de comme, présenter notre travail dans les pays de nos origines? Ou... Oui, par exemple. Moi, je trouve que c'est vraiment la question de réception que tu penses. Et c'est très... ça m'intéresse en fait d'entendre comment vous vécu ça parce que c'est une question que c'est un bon défi. Ce que je produis, ça parle d'une histoire coloniale, d'une géographie qu'il y a plein de monde qui ne sait pas même ça existe. Mais après, je toujours garde dans la tête d'avoir cette voie de globalité, quelque chose qu'on partage comme un humain dans l'histoire de 200 dernières années, qu'on considère, l'histoire coloniale, c'est quelque chose de passé, mais ça continue et on le voit dans les différentes formes. Donc, la question de réception, c'est très présent. Et ce que j'ai produit quand j'étais en Iran, c'est complètement différent de ce que je produis ici, mais j'essaie de le garder comme une conscience sur ça, qui va le recevoir, avec quel langage ça va passer le message. I think I'm also the only person of my family who has immigrated, and earlier I spoke a little bit about reverse diaspora, and also this. I feel like there's a certain, like not necessarily self-made, but like almost like a weird complex, superiority complex, like from the eyes of the others or from my own peers, and that I'm always extremely self-conscious when I'm in Taiwan about. I'm from there, but do I really identify myself as a regular Taiwanese? There's a lot of cultural, political, economical gap. There's a lot of things I do not understand. And so yeah, it's very complex. I still don't know how I situate and where I situate, and I'm going there in October to do a residency. And again, you know, like as an artist, professional artist, going there, how would I be received and how would people see me? And I feel kind of uncomfortable sometimes with this because you're often being perceived as superior. You have the privilege to leave and to come back. Yeah. Oui. Vas-y. Puis on a une question là. Alors, j'avais promis que j'allais revenir sur l'histoire d'un réfugié artistique. C'est comme le terme que j'ai inventé pour moi. Mais, alors, le choix, oui, moi, j'ai fait un choix totalement conscient parce que la France, aujourd'hui, ça change parce que, entre guillemets, le projet décolonial, je participe à de nombreux groupes de recherche décoloniaux. Et au moment où les questions se sont posées ici, on va dire que j'étais de la première génération sur les questions afrodescendantes, là, à vraiment créer le mouvement pour pouvoir faire quelque chose. Et moi, je savais que en France, venant de la Caraïbe, je n'étais même pas français. Il y a marqué français sur ma carte d'identité. Hein. Quand j'arrive à l'aéroport, je suis français, mais c'est tout. Hein. Donc, moi, j'arrive avec cette idée que de toute façon, n'importe où ailleurs dans le monde, ça va être mieux que là-bas. Donc, et en plus, je choisis le Québec parce que le Québec parle français. Donc c'est vraiment un espace où j'ai espoir de pouvoir à la fois changer parce que je pense que c'est un problème global, en tout cas ce qui concerne les communautés afrodescendantes, c'est un problème qui est global, et à la fois pouvoir changer la communauté de chez moi. Et c'est ce que je fais. Donc concrètement, oui, il ne se passe pas 2 ans sans que je ne sois pas invité. J'étais invité en février dernier. Donc oui, je suis en constant contact avec ma communauté. Et puis je continue à construire des projets autour parce que je pense qu'on a des choses à offrir. Et puis si je peux faire changer l'espace que j'ai choisi, le Québec, avec ma force de proposition, eh ben, c'est l'endroit où je suis, où j'ai envie de faire bouger les choses. Ce n'est pas en étant sur la Lune ou que je vais faire bouger quoi que ce soit. Là, donc j'ai choisi un lieu et je me bats pour ce lieu-là. Après, si je peux faire changer mon lieu d'origine, tant mieux.
Merci. Merci à vous trois. On a une question là-bas. OK. It is often said that art can heal humanity. I'd like to know from the artists on the panels if within their respective work, if this is a truism or is this just marketing copy? Yeah, thank you. Who wants to take that on? It's been used and abused a lot, that's for sure. But I don't know if my work really is thinking about healing in a very direct way, but I feel like we have suffered and traumatized generation after generation by the colonial histories. And this is also being used and abused to a point that's just like, sometimes I hear myself being tired of just saying it all over and over again. But I feel like if we don't really go back and reread the history from the beginning, our history, what has happened to us and our grandparents, there is no way we can start thinking about healing. It's like a psychoanalysis process. You know, you have to really go back, dig it deep, really understand it, what has happened, how it has happened, in what way it has impacted you, your parents, yourself, living in a contemporary world, and then maybe you would be able to move on, or maybe the generation after you would move on, so you wouldn't pass this trauma to the generation, to your kids. So for me, the healing process doesn't come from just sharing it, at least for me, it's more like studying what has happened so I can be able someday be free enough to move on to the future. I think for me, I would never try to say I'm trying to heal the world with my art. I think that's, I don't think that's my role. I think I make things because it's a spiritual or whatever therapeutical process for myself, and I can only hope that by doing this kind of things for myself, it can eventually ripple and have a certain impact in the world. But yeah. I would love to answer that by yes or no, like them, and say that maybe not. But I would rather use the term care. You know, there is this idea of care into my work, and I think in our work, this notion is really important into. So even because one of the decolonial point is to kind of make sure that what your ancestors did before came right to you. So how are you going to handle that? So there's a notion of care into that. So they succeed to give you something. So, and that's strong in this kind of practices we call Groka. There's one practice, art practice, if we can call it like that, in Guadeloupe, who survived to slavery, named Groka. And there's a strong notion of care into that. So I try to put that into my work. Whatever the space I am, I'm trying to take care of the space I'm living in. So. Yes. Ali. Hi. I'd like the panel to maybe speak about how one diasporic movement can speak about or share or unite with other diasporic movement. I'm thinking about, je pense en particulier à toi, Eddie, si je me souviens bien, tu as fait une photo en autoportrait que tu posais comme un Acadien. Donc il y avait une sorte de diaspora là, mais à une autre échelle, à un autre temps. But the question is open to all the panel. Yes, this kind of cross... Oh, je vais le dire en français. Des histoires d'histoires qui s'entrecroisent, d'histoires mêlées, est très importante pour moi parce qu'on ne se construit pas seul, on se co-construit. Et comme dit... c'est pas grave qui dit ça. Mais une société qui ne mélange pas ses origines, c'est Lévi-Strauss, hein, mais une société qui ne mélange pas ses origines est une société qui va mourir. Qui est monolithique, est une société qui est destinée à mourir. Donc, la vitalité d'une société se mesure au grand nombre de diasporas qui va se retrouver à l'intérieur d'elle.
donc qui va permettre à la société de se réinventer en permanence. Donc oui, je me réinvente aussi avec l'histoire des Acadiens, qui sont entre guillemets des Français aussi, qui ont immigré. On n'en finit pas. And we're like in this kind of sense of idea of intersectional, or where you find a communion with other diasporas. Shall we move on to one more I question? think Yeah, it's that's- really nice and important. We're all here that we're trying to have like a cross-cultural support and like also like a very intersectional perspective, because I think a lot of times it feels like the diversity platform, it's only one slice of the pie, so it's always just showcasing one diversity at a time. So I think it's really important to have this kind of support, how we might have very different cultural backgrounds, but how we share similar immigrating or diaspora experience and recognize that and support each other in our careers, in our practices. Je voudrais juste ajouter une chose. Oui, et puis il y a Minoritaire qui sert de plateforme interminoritaire pour tout le monde. Donc j'ai créé une revue de recherche où les gens peuvent, quelles que soient leurs origines, quelles que soient de proposer des points de vue des coloniaux qui ne sont pas inscrits dans la question afrodescendante, par exemple. Ouais. Donc je m'intéresse, oui, il y a des lieux de croisement. Ouais. On a une dernière question. Oui, je voulais remercier déjà tous les panélistes et notre modératrice. J'étais curieux de revenir sur le titre du panel qui est Diaspora et disparition, so Diaspora and Disappearance. I think when we talk about diaspora, artists of color, or at least racialized artists in contemporary art, there's often a trend of tokenization, and disappearance also hints at, visibility, invisibility. How do you veil or unveil your identity? So I was curious how you guys are approaching, this trend, this art market trend, because we're in an art fair also here, and how you deal with that tokenization. And I'm thinking also about the recent show which just ended at the Guggenheim, Going Dark, which is actually also about that. So. Yeah, there's so much to talk about that. I learned that through the process of settling here as an artist, that this is something that I should be very aware of, because sometimes I become just like a checkpoint in an institutional charts to make sure I'm there, not because of my work, not because of my voice, but because the color of my hair and because I'm a part of. So it happens often that you become just a part of the statistic. So, and also there is this problematic term in Canada, I don't know why it even exists, that this visible minority, that kind of is an umbrella term that put all these people from all over the world, from all these different geographies and cultures under one category. And you see, like, for example, in Canada Council or Quebec Council, they ask you this questionnaire at the end of asking for a grant, which is very uncomfortable, by the way. I mean, it's optional, but it's very uncomfortable to be asked for, and I understand they're trying to compensate for all this lack of privilege and opportunities for these artists of color, but at the same time, there's always a better way to approach it. So yeah, like this process of being tokenized, like you have these exhibitions that they are all these like artists coming from North America or Europe, and then they put you there because you're just brown, And sometimes it just doesn't even make sense why you're there, but you are there only because of your background. So personally, I ask a lot of questions. I'm not shy about it, and I feel it's so important to talk about it when it's problematic, because there is also, it's like a double blade. There's also a danger of the idea of inclusion can really touch so quickly, becoming the idea of being tokenized. Yeah. Just to reply, my previous gallerist just told me, hey, Eddie, you're going to choose to be tokenized or not. So this is your choice.
So I said, okay, so I won't be them. So it's for me, it's a personal choice. You decided, and don't forget that there is a process of consent behind that. So they gonna choose one. So someone gonna choose one. So they, okay, you, and what is the frame of that? How did they choose it? This someone, they're gonna choose him or her or they because it's maybe fitting to the politics. And then the community under gonna see that and say, okay, so this is our hero. So fabricating consent through that. So you can see directly how they fabricating. So resisting is like a duty. So for a minority. So it's only in that way you can help the society to take care of the society. I'm not trying to heal, but taking care of the society I'm in. Okay, sorry. I think tokenism, I never know if I'm the token or it's because the work is good. And I think it's very inspiring that you actually have the guts to ask them. And I should try to do that in the future too. And I also feel like as an artist, it's sometimes you know you're a token, but it's a good opportunity. So what do you do? You know, am I at a point of my career I can afford to say no to this what big wonderful thing? You know, it's always very tricky. And also a question I always ask myself, you know, again with the self-identification forms, or sometimes institutions host like special residencies, and it's for diversity, and usually it's diversity/indigenous. And I always question that because they were here before us, they have ancestral rights, so why are we pitting against new settlers, you know, with the indigenous communities? And it's just something I noticed, and I think it's interesting. Just to mention, the project of inclusion is so different from the project of decolonization. So inclusion is, like she said, checking boxes. So, okay, check. And decolonization is something completely different. So I'm saying it because I'm teaching, but as you said, guest artist or guest teacher or whatever. And now I'm my third university that they use me like that. I'm like a disease. So that's really important to know that even in the syllabus, they say, okay, we're going to decolonize the syllabus. And what they did? Just adding names. No, this is not a decolonization. This is adding name into. So make us like a little bit more visible. That's all. We're not decolonized. The same pattern is there, and everything is in place. Same structure of power, same structure of reflection, everything. So, yeah. Ooh, this conversation is like an onion. We keep taking layers and layers. Je veux vous remercier infiniment pour votre générosité. Ça, c'est vraiment comme on est choyé de vous entendre comme répondre nos questions qui sont très rigoureuses. By the way, thank you very much for your amazing questions and for hanging out with us this afternoon. Merci encore à Plural et mes collègues de Fondation Phi. Have a wonderful rest of the fair. Come and check out and be part of this world. We are all in it together. Et voilà, bon après-midi. Merci.